Pendant que vous parlez, il y a les images du sommet de l'OTAN qui va débuter d'une seconde à l'autre. On attend la prise de parole de son secrétaire général, Jean-Louis Vichot. Au-delà de ces mesures économiques, clairement, on sent que l'OTAN veut aussi montrer qu'il est présent sur le militaire. C'est le moment ou jamais pour l'OTAN de justifier son existence et de démentir les propos du président Sarkozy. Donc il y a un vrai défi pour lui là. Il existe dans l'OTAN depuis déjà plus de 10 ans. Oui, plus de 10 ans, des structures militaires planifiées, en particulier ce qu'on appelle la force de réponse rapide de l'OTAN, la NATO Response Force, qui est supposée pouvoir projeter des forces dans des temps réduits, qui sont de l'ordre de quelques jours pour les premiers éléments à un mois pour les éléments les plus forts. Et là, on parle de dizaines de milliers d'hommes. Donc on n'est pas encore dans les centaines de mille, mais déjà quand vous avez 10 000 combattants entraînés, formés et remarquablement équipés, vous changez sérieusement la donne. Et puis il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la plupart des armées de l'OTAN sont devenues des armées professionnelles, donc il n'y a pas de question de mobilisation générale ou de conscription, mais vous avez d'un autre côté la disponibilité de professionnels très bien entraînés, très bien formés et bien équipés, en nombre, et donc avec une capacité de feu nettement supérieure. Et là, pour le coup, certains groupements tactiques de l'OTAN pourraient certainement damer le pion sans problème aux groupements tactiques russes s'il fallait. Donc vous voyez que c'est bien, il faut être calme, il faut être posé, il faut être réfléchi. Il faut préparer le coup d'après. Il y a des plans qui sont faits pour ça, il y a des dispositifs qui ont été prévus. Et dans cette force de réaction rapide de l'OTAN aujourd'hui, il faut savoir qu'en ce moment, c'est la France qui a le commandement de la composante terrestre et de la composante aérienne de cette force de réaction rapide. C'est la France qui décide en concertation, non, c'est elle qui décide, mais c'est elle qui, en cas où on engagerait cette force-là, c'est elle qui en assumerait le commandement sous la direction des structures militaires de l'OTAN. Avec combien d'hommes français ? On serait aux premières loges. Avec combien de soldats français mobilisés ? Alors la participation des soldats français actuellement, ça serait aux alentours de 8 000 hommes dans le premier échelon, et après, plus si nécessaire. Ça, c'est pour l'immédiat. Pour le premier échelon de réponse rapide, ça serait 8 000 hommes. Alors avec nous également sur France Info, Anna Chesanovska, pardonnez-moi. Vous êtes porte-parole de l'Union des Ukrainiens de France. On parle du coup d'après. J'imagine que vous, c'est le coup d'avant que vous auriez aimé que l'OTAN y pense en tout cas. Bien sûr, parce que cette situation, finalement, pas telle qu'elle est aujourd'hui, bien sûr, parce que là, on est en guerre totale en Ukraine, si on peut dire ça, sur quasiment tout son territoire. Mais et je pense que Poutine, la Russie de Poutine, c'est une gangrène qu'on a laissé aller beaucoup trop loin et qu'on n'a pas su stopper à temps. Tant qu'il était encore temps. Et maintenant, je ne sais pas s'il n'est pas tard. Enfin, j'espère que non, bien évidemment. Mais les choses sont quand même pas très bien engagées pour l'Ukraine, ni pour l'Europe d'ailleurs, parce que Poutine, je pense qu'il ne va pas s'arrêter là. Je pense qu'il ne va pas s'arrêter juste au territoire ukrainien, parce qu'on voit déjà qu'il y a eu des incidents en Moldavie, si je ne me trompe pas. Il y a eu un incident avec un navire roumain. Donc voilà, c'est très très inquiétant et je pense nous attendons quand même une réponse, un soutien, plus qu'un soutien en fait, des vraies réponses à notre problème qui est énorme. C'est-à-dire, Anna Chesanovska, quand on apprend que les 27 membres de l'Union européenne décident de donner leur accord, en tout cas pour geler les avoirs de Vladimir Poutine et de Sergueï Lavrov, pour vous, ce sont des décisions d'à côté et pas forcément ce qui réglerait votre problème, comme vous dites ? C'est des bonnes décisions, mais ce ne sont pas des décisions suffisantes, malheureusement. Parce que je pense que Poutine a atteint en fait un stade, si je peux m'exprimer ainsi, où ce n'est pas suffisant. Il n'a pas peur en fait. C'est lui qui fait peur. Et c'est lui qui a envie de faire peur. Donc, c'est quelqu'un qui vit complètement comme dans un bunker avec ses milliards, des dizaines de milliards de dollars qu'il a gagnés. Et il n'a pas peur qu'on lui gèle ses avoirs quelque part. Et je pense qu'il est arrivé à un stade où ces sanctions-là ne sont pas suffisantes, en fait. Quand on voit Kiev qui résiste, et peut-être c'est en tout cas ce que
que disent les spécialistes, que Vladimir Poutine s'attendait à ce que la capitale tombe plus vite. Vous, ça vous surprend ou pas? Ou finalement, c'est la logique de l'armée ukrainienne qui s'est professionnalisée depuis quelques années? Oui, ça ne me surprend pas tant que ça. Ça me rassure parce que j'espérais en fait que l'armée ukrainienne résiste. C'est ce qu'elle fait. Je voudrais rendre hommage à tous ces hommes et toutes ces femmes qui se battent en ce moment pour l'Ukraine. Je pense que Poutine il pensait faire face à un nombre de soldats assez limité par rapport à son armée, mais en fait, il fait face à des dizaines de millions d'Ukrainiens. C'est ça peut-être qu'il n'a pas prévu. Je pense que lui, il ne pensait pas que les femmes, les ados, sans parler des hommes, prennent les armes, que les civils prennent les armes, et qu'ils se mettent à fabriquer des cocktails Molotov, qu'ils se mettent à manier les armes. Donc, je pense qu'il était peut-être un peu trop optimiste dans ses prévisions. On va justement écouter le président Volodymyr Zelensky qui avait lancé certes un appel aux Ukrainiens, à la mobilisation générale, mais qui a aussi, plus récemment, c'était tout à l'heure, lancé un appel aux Européens. Écoutez. Je suis sûr que vous la voyez, la guerre. Vous tous, toute l'Europe. Mais nous ne voyons pas réellement ce que vous allez faire. Comment allez-vous vous défendre alors que vous êtes si lent à venir aider l'Ukraine ? Jean-Louis Vichot, cet appel de Volodymyr Zelensky, il a une chance d'être entendu un peu plus ou pas? Malheureusement, ça dépasse largement mon niveau de compétence et de décision, vous l'imaginez. Donc c'est certain qu'il est dans son rôle d'appel au secours de la collectivité internationale et en particulier de l'OTAN qui lui avait fait des offres. Donc il est vraiment tout à fait dans son rôle de président. Maintenant, la réponse des démocraties, elle est lente à se mettre en place, ne serait-ce que parce qu'évidemment, nous, on doit tenir compte des opinions publiques, nous, on doit tenir compte des avis des parlements. Et puis nous, surtout, on doit se mettre d'accord ensemble avant. Donc Poutine était sûr de pouvoir faire passer ses forces terrestres à travers la Biélorussie. Il avait acquis ce droit depuis qu'il avait soutenu le régime de Loukachenko jusqu'au bout, en engageant déjà ses moyens pour le soutenir. Donc la Biélorussie qui est à la frontière nord de l'Ukraine. Voilà. Donc qui a servi de base arrière pour cette opération. Alors je ne partage pas tout à fait l'optimisme de Madame, parce que si effectivement je suis confiant dans l'aptitude des Ukrainiens à se battre pour défendre leur sol national, ce qui est très sûr, c'est que d'un point de vue militaire, les Russes n'ont pas intérêt pour le moment à rentrer dans les villes. Pourquoi ? C'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Alliés ne voulaient pas libérer Paris et qu'il a fallu qu'on leur force la main pour le faire, parce qu'à partir du moment où vous investissez une grande ville, vous investissez un véritable piège pour les forces qui sont en place. Ce que les Russes cherchent aujourd'hui, c'est à anéantir l'armée ukrainienne, et là où ils sont les plus forts et là où ils savent faire. Anéantir toute capacité de réponse. C'est-à-dire surtout dans les espaces libres, c'est-à-dire en race campagne, là où les chars sont vulnérables aux hélicoptères de combat et aux chasseurs bombardiers. C'est-à-dire ils veulent détruire, encercler les moyens militaires, et une fois qu'il n'y aura plus d'armée, à ce moment-là, on s'occupera des villes en les désinvestissant avec des forces de police et de sécurité. Oui. Ceci dit, certaines forces vives de la nation ukrainienne, comme on dit, de la société civile, insistent quand même sur l'état d'esprit de l'opinion publique, et pas forcément toujours d'un point de vue réaliste par rapport aux forces en présence du point de vue militaire, mais quand même d'un point de vue réaliste, du point de vue, j'allais dire, du long terme, du rapport de force qui va s'établir si tant est que la Russie arrive à ses fins, à savoir faire chuter le pouvoir. Parce qu'on peut considérer que c'est un objectif dans les jours, dans les semaines qui viennent, mais pour faire quoi ? Et donc là, l'opinion publique ukrainienne peut réagir d'une manière, d'une sorte de résistance dans la longue durée, peut-être passive, mais aussi active, on ne sait pas, c'est un point d'interrogation. Et deuxièmement, je pense que toutes les opinions publiques des États démocratiques qui entourent l'Ukraine du côté ouest sont en train de se remobiliser. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà beaucoup d'inquiétudes sur la puissance impérialiste russe qui ne leur avait pas échappé. C'est une remobilisation pour après.
Oui, contrairement à la partie ouest de l'Europe où on était peut-être loin et un peu naïf de ce point de vue-là. Donc la naïveté est en train de tomber du point de vue de l'opinion publique. Mais ces pays-là, des États baltes en particulier, la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie, sont en train de se remobiliser du point de vue, encore une fois, des opérations militaires, mais au-delà de cela, au niveau des opinions publiques. Et je pense que pour l'Union européenne, c'est un enjeu majeur. C'est que auparavant, il y avait certaines divergences, certaines différences qui pouvaient s'expliquer politiques entre les différents États. Là, on est dans une autre dimension. Et je pense que pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je pense que finalement, Vladimir Poutine a provoqué une sorte de réunion de l'Union européenne dont stratégiquement il voulait la diviser depuis des années. Il y réussissait avec l'aide des mouvements politiques nationaux populistes qu'on connaît et des extrêmes droites en Europe. Et donc ça, c'est peut-être un petit peu assourdi par cette crise actuelle et un petit peu derrière nous. Une crise en tout cas qui fait fuir, puisque c'est une information France Info, on dénombre 50 000 Ukrainiens qui ont fui le pays en 2 jours. Anna Chesanovska, vous avez-vous des nouvelles de vos proches sur place ? Oui, bien sûr, je suis en contact régulier avec tous mes proches, avec des amis, avec la famille qui sont restés là-bas. Donc, je peux dire que les Ukrainiens, et pas que moi, mais tous les Ukrainiens qui sont en France ou à l'étranger, ils ne dorment pas beaucoup. Ils sont scotchés à leur téléphone pour demander à tout le monde si ça va, après les bombardements, pour demander si tout le monde est toujours là. Donc, il y a des personnes, bien sûr, qui préfèrent partir et c'est bien les gens qui ne se sentent pas peut-être capables ou assez forts pour résister. Il faut se mettre à l'abri, mais il y a quand même énormément d'Ukrainiens qui restent pour défendre leur pays. Et quel est le sentiment sur place ? J'imagine qu'il y a la peur. Est-ce qu'il y a la résignation aussi de se dire que bientôt l'armée russe sera dans les grandes villes ? Alors, curieusement, hier, c'était plus la sidération que je constatais, parce que même si on s'attendait finalement à ce genre d'événement, je pense qu'être réveillé à 5 heures du matin par le bruit en fait, des bombardements, c'est choquant. Mais la première sidération passée, c'est plus peut-être la colère qui prend le dessus. Et le courage. Donc, je pense que c'est quelque chose que nous, qui sommes ici, on ne peut pas expliquer parce qu'on ne le vit pas. Peut-être que c'est l'adrénaline qui fait qui fait qu'on tient finalement. Mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont ils sont de très très bonne composition. Ils sont courageux, ils ont envie de résister, ils ont envie de continuer à se battre. Et en fait, si j'ai une demande à formuler, c'est ne pas casser cet optimisme des Ukrainiens, parce que nous n'avons pas droit en fait, d'être pessimistes. Merci, un grand merci à vous, Anna Chesanovska. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Union des Ukrainiens de France. Jean-Louis Vichot, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir effectivement sur ce début d'exode qu'on connaît. Donc l'exode en France en particulier, grâce aux livres d'histoire et aux récits, ça rappelle de bien tristes souvenirs. Ce que je constate, c'est qu'à notre connaissance, pour le moment, les Russes laissent partir la population qui en a les moyens. Ils n'ont pas attaqué les gens qui évacuent vers la Russie, en tout cas vers la Pologne. En tout cas, on n'a pas d'informations pour le moment de ce genre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Ukrainiens qui sont dessous. C'est aussi assez révélateur du fait qu'ils veulent afficher clairement qu'ils s'en prennent aux forces armées ukrainiennes. Ils veulent vaincre la résistance armée et la casser. Et puis tous les gens qui ont les moyens de partir et qui ont une assurance de pouvoir ainsi peut-être retrouver une activité en Europe, eh bien ça va provoquer un afflux de réfugiés aux frontières de l'Europe à l'Est. Bon, alors aujourd'hui, les pays européens se montrent accueillants, sont résolus à bien soutenir les Ukrainiens qui arrivent et à faire tout ce qu'ils peuvent pour les accueillir. Mais il faut voir aussi que toute cette arrivée, ça va envahir, occuper les villes frontières. Ça va gêner éventuellement la mise en place de moyens militaires de l'OTAN. Il y a aussi derrière
un objectif qui n'est pas que bienveillant, que civil. Et il y a aussi le fait que, ce faisant, on équipe les voies de communication. Si vous avez sur votre autoroute des véhicules civils qui occupent toute la largeur de l'autoroute, vous ne pouvez pas faire passer dans l'autre sens. C'est une stratégie militaire un convoi classique. avec des moyens militaires, des munitions, voire des forces pour venir s'opposer à l'envahisseur. Et j'imagine que faire passer la terreur aussi chez la population, c'est toujours autant de civils qui ne se battront pas contre... Exactement. Et puis si vous laissez espérer aux gens qu'ils peuvent sauver leurs biens, que vous n'allez pas vous comporter je dirais, comme des brutes en arrivant dans un pays, eh bien, la population va avoir le réflexe de se terrer et d'attendre. Et pas forcément de résister immédiatement. Tandis que si vous arrivez en force et que vous commencez à tirer sur les maisons, là, tout le monde prend les armes. Tout le monde prend les armes. Donc il y a bien aussi un effet militaire recherché qui est bien de détruire la puissance militaire ukrainienne complètement, de l'anéantir comme ils l'ont fait pour sa capacité aérienne, et en ne s'en prenant le moins possible aux civils pour éviter ce que vous disiez, monsieur, c'est-à-dire tout ce qui va être le ferment d'une résistance active de personnes qui pourraient s'en prendre aux Russes. On accueille Antoine Arjakovski. Bonjour, merci d'être avec nous sur France Info, historien spécialiste des relations russo-ukrainiennes. Quand on parlait de ces exodes, il faut aussi préciser quand même que les hommes en âge de combattre ne peuvent pas fuir l'Ukraine. Oui, il y a, depuis la nuit dernière, il y a ce décret de mobilisation générale qui empêche donc aux hommes de quitter le pays. Et c'est, à mon avis, le souhait de la plupart des Ukrainiens que de se battre pour défendre leur pays, pour défendre leur nation. Donc, ce que demandent les Ukrainiens, c'est... Malgré le rapport de force. Pardon ? Malgré le rapport de force largement favorable à la Russie. Ou à cause, oui, bien sûr. À cause des rapports de force. Bien sûr, les Ukrainiens, depuis des années, ont défendu leur indépendance nationale. Il y a eu 3 Maïdan. Il y a eu un Maïdan en 1989, ce qu'on appelle la révolution de granit, qui poussait pour la fin de l'Union soviétique. Donc c'est toute une génération que j'ai connue à 20 ans qui s'est battue contre l'ogre de l'Union soviétique en 89. Et puis en 2004, il y a eu le Maïdan de la Révolution orange. À l'époque, c'était par rapport à une injustice du deuxième tour des élections présidentielles qui avait été manipulée à l'époque par Yanukovych et des étudiants que j'ai connus qui n'avaient pas peur d'aller sur la place Maïdan alors qu'ils savaient qu'on allait peut-être tirer sur eux. Et puis en 2014, au moment du choix européen de l'Ukraine, le 3e Maïdan, le Maïdan de la Révolution de la dignité, comme on l'a appelé. Et là encore, c'était extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, il y a eu 100 morts. Donc ça veut dire qu'il y a toute une génération qui, depuis 89 et jusqu'à nos jours, depuis 30 ans, a défendu cette indépendance de l'État-nation ukrainien. Et c'est ce 3e Maïdan que vous décrivez, que Vladimir Poutine qualifie de coup d'État ? Alors, qu'il qualifie à tort de coup d'État. Moi, j'ai écrit un livre sur cette question, justement, en 2014. Et dans ce livre, je raconte précisément comment les choses se sont passées et comment, à l'époque, Arseniy Yatsenyuk, qui dirigeait l'opposition, a fait voter par le Parlement européen la destitution du président Yanukovych et l'élection d'un nouveau Parlement, l'appel à des élections présidentielles tout à fait légitimes qui ont eu lieu dans des normes avec des observateurs internationaux, et c'est comme ça que Poroshenko a été élu président. Donc cette mythologie qui vient du Kremlin de dire que c'était un coup d'État, ça ne tient pas juridiquement. Et ça reflète aussi un sujet qui est celui aussi de l'enjeu démocratique en Europe et en dehors de l'Europe, face à des pouvoirs autocratiques, on dit parfois avec euphémisme, qui sont des dictatures, qu'il s'agisse de la Russie qui se rapproche de la Chine, d'ailleurs dans cette période, ou inversement, qui fait penser quand même que l'enjeu des mois et des années qui viennent, pour nous, Européens, c'est de défendre notre espace démocratique, avec non seulement de la liberté d'expression et de vote, mais aussi un état de droit qui est peut-être l'élément qui est arrivé en Ukraine il y a quelques années à effrayer l'autocrate Vladimir Poutine, qui ne supporte pas une société civile indépendante du pouvoir central. C'est ce qui se passe en Russie, où en fait les opposants sont emprisonnés, voire empoisonnés, et donc depuis 22 ans il se maintient au pouvoir, et de voir des pays démocratiques qui veulent se défendre, c'est un problème, j'allais dire, consubstantiel, et qui crée une forme de paranoïa
J'emploie le mot paranoïa qui a été employé par le président de la République et ça m'a frappé dans son intervention d'hier quand il disait qu'il avait perçu dans les moments de dialogue qui ont été longs. Parler d'Emmanuel Macron. Hein. Oui, Emmanuel Macron, une forme de paranoïa de l'homme au pouvoir à la tête de cette armée qui a envahi un pays voisin. Et donc la paranoïa, ça peut être un syndrome et un symptôme qui devient dangereux pour ce qui est en ligne de mire de ces personnages, on le sait dans l'histoire. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si les démocraties européennes vont savoir stopper à la guerre en Ukraine, déjà, cette logique à la fois dictatoriale et paranoïaque. On va dans une petite minute faire un point sur ce qui se passe à Kiev. Juste, vous souhaitez réagir? Oui, je voudrais rajouter un point, c'est que moi j'ai organisé en 2018-2019 des consultations dans une commission qui s'appelait Vérité, Justice et Réconciliation entre des intellectuels russes, ukrainiens et européens. On s'est réunis pendant 2 ans, 200 personnes ont participé, des Russes, des Ukrainiens, de tous les partis, de toutes les générations, de toutes les disciplines. On est tombé d'accord sur un point, c'est exactement ce que vous venez de dire, à savoir que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine est un conflit de civilisation. Entre d'un côté ceux qui, en Russie ou en Ukraine, veulent revenir à l'Union soviétique et ont comme objectif l'homo soviéticus, la nostalgie de l'homo soviéticus, et ceux, à l'inverse, qui souhaitent une démocratie libérale pro-européenne, l'homo dignus, l'homme digne, l'homme qui a des principes de justice, de vérité, de liberté, de solidarité. Il est là le conflit. Et ensuite, on a étudié par rapport à ce conflit fondamental 4 grandes causes du conflit. La cause historique, et on ne parle que de ça depuis les discours de Vladimir Poutine, qui est complètement obnubilé par un certain discours historique. La cause historique, la cause religieuse, qui est vraiment partie prenante de ce conflit, avec une opposition entre 2 églises orthodoxes, celle du patriarcat de Moscou et celle du patriarcat de Constantinople, qui justement viennent de rompre en Ukraine en 2018. Le conflit, bien entendu, politique, celui dont on vient de parler, démocratie, droits de l'homme d'un côté, empire de l'autre. Et puis le 4e conflit, c'est le conflit géopolitique, avec cette volonté de prendre le Donbass, la Crimée, pour des équilibres géopolitiques par rapport à la mer Noire, etc. Donc ces 4 causes de la guerre, il faut les traiter ensemble. Ça ne sert à rien de s'occuper uniquement de la Crimée si on ne règle pas la question historique. Et il faut avoir en toile de fond cette idée que c'est un conflit de civilisation qui, du coup, dépasse le conflit russo-ukrainien et concerne l'ensemble du monde européen, avec d'un côté des démocraties et d'un autre côté des dictatures révisionnistes qui veulent revenir au 19e siècle, en fait. Bon, il y a les causes et il y a donc les conséquences. C'est évidemment les différentes attaques depuis hier sur le territoire ukrainien qui arrivent proche de Kiev. Sébastien Thomas, on va regarder avec vous pour les dernières infos via les cartes, justement, autour de la capitale ukrainienne. Quelles sont ces dernières infos, ces dernières avancées peut-être, ou les derniers combats ? Eh bien, écoutez, Martin, on a ici une image de Kiev. Je vais vous montrer tout de suite cette fameuse place Maïdan. Vous l'évoquiez avec vos invités. Et c'est vrai qu'on s'en souvient, elle a été le théâtre de plusieurs révolutions. Vous en parliez. Mais c'est bien une toute autre scène qui se joue en ce moment au cœur de Kiev. C'est la guerre. Pas encore la guerre ouverte, mais la guérilla. Maïdan est là. Ici, on a le palais présidentiel. C'est donc le cœur névralgique. Et on l'a bien compris, la cible des troupes russes en mouvement. On a dézoomé un petit peu pour prendre un petit peu de champ et voir ce qui s'est passé, notamment pendant la nuit, avec ces bombardements. Ici, un quartier résidentiel, Pozniaki, avec au moins ici un immeuble touché par des bombardements et des civils qui vivent désormais dans la peur et avec les sirènes. Au nord, ici, quartier Obolon, avec ce genre de scène, mais qu'on a pu voir un petit peu partout, des échanges de tirs d'armes automatiques, la présence de blindés, bref, la guerre qui fait partie du paysage au quotidien, à tel point que le ministère de la Défense ukrainien a demandé à tout un chacun qui le pouvait de descendre dans la rue pour s'opposer aux Russes, à tel point que le ministère de l'Intérieur ukrainien diffuse même ce mode d'emploi. De quoi s'agit-il ? D'une recette pour fabriquer des cocktails Molotov. Encore plus insolite, si j'ose dire, cette image et cette interview de nos confrères de CNN. La personne qui parle, c'est tout simplement l'ancien président ukrainien Poroshenko qui est actuellement à Kiev.
en train, comme les autres, de défendre sa ville face à l'agression russe, agression qui vient notamment du nord et des deux rives ici de la Dniepro, cette rivière qui traverse Kiev. Et on voit ici clairement la volonté d'encerclement des forces russes avec des combats qui font rage, notamment dans ce quartier, celui de l'aéroport militaire où la situation est toujours très confuse. Merci Sébastien. Thomas, vous parliez de l'ancien président. Il y a l'actuel Volodymyr Zelensky qui dit être la cible numéro 1 de l'armée russe ou du pouvoir russe, en tout cas qui désormais encercle Kiev. Sa famille, selon lui, serait la cible numéro 2. Regardez, on va y revenir juste après, puisqu'on va prendre la direction de Bruxelles, où Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, prend la parole en ouverture de ce sommet. Très bien. Morning to all of you and welcome to this meeting of NATO leaders with our close partners Finland, Sweden and the European Union. Russia has shattered peace on the European continent. What we have warned against for months has come to pass, despite all our efforts to find a diplomatic solution. Moscow bears sole responsibility for the deliberate, cold-blooded and long-planned invasion. We condemn Russia's aggressions in the strongest possible terms. On retournera à Bruxelles dès lors qu'on aura la traduction. Il y a un petit souci de raccord son, des petits soucis techniques que l'on va essayer évidemment de régler rapidement. Quelles peuvent être, peut-être, Jean-Louis Vichot, les solutions trouvées par l'OTAN? Les solutions de l'OTAN, elles sont bien évidemment d'abord diplomatiques. C'est d'afficher la cohésion de tous les membres de l'OTAN. Rappelons que quand même dans les membres de l'OTAN, vous avez 3 puissances nucléaires, entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Donc là aussi, c'est une nature un peu dissuasive vis-à-vis de la Russie. Donc ça, c'est un facteur important. L'autre décision que pourraient prendre les représentants de l'OTAN, c'est encore une fois, d'augmenter le déploiement de forces aux frontières de l'OTAN de manière raisonnée, c'est-à-dire de toute manière, ça sera forcément raisonné, sans être trop agressif vis-à-vis de la Russie, parce qu'il ne faut pas entrer dans le jeu de Poutine qui a dit qu'en fait, il répondait à une menace d'invasion de l'OTAN. Nous savons tous que c'est complètement faux, que ne serait-ce que par les effectifs que l'on peut aligner aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y avait aucune menace d'invasion sur la Russie. Donc on est dans la désinformation totale au plus haut niveau. Mais l'OTAN doit aussi afficher sa résolution et sa volonté de se défendre au besoin. Donc, pour moi, il y a la mise en place et le commencement du déroulé des plans je n'allais pas dire de mobilisation, mais des plans de renforcement substantiels des moyens de l'OTAN aux frontières. Donc, il y a cet équilibre à trouver entre le renforcement de la défense, sans équivoque, sans montrer qu'on veut être l'attaquant. Des moyens d'attaque, des moyens offensifs, des déploiements de moyens offensifs. Et les deux sont... maintenant, toutes les armes ou presque sont duales. Donc, c'est extrêmement important. On parlait tout à l'heure, Jean-Philippe Moinet, des propos de Nicolas Sarkozy sur l'OTAN. Il y en a eu d'autres, de l'un de ses successeurs, Emmanuel Macron, l'actuel président, qui parlait de l'OTAN comme une institution en état de mort cérébrale. Et tout à l'heure, vous avez aussi parlé de Vladimir Poutine qui a peut-être réussi à réunir l'Europe. Est-ce qu'il a réussi aussi à réactiver l'OTAN, finalement, indirectement ? Oui, je pense que c'est peut-être une des réussites involontaires de Vladimir Poutine d'avoir réactivé les réseaux de solidarité des démocraties en général et de l'OTAN en particulier. Et pour évoquer effectivement le mot d'Emmanuel Macron sur la mort cérébrale, mettons-nous quand même dans le contexte de l'époque de la présidence Trump, qui était quand même en canal direct pour certains aspects stratégiques compris, et étonnamment, dans l'histoire des États-Unis avec le maître du Kremlin. Et quand il parlait de mort cérébrale, c'est peut-être plutôt le mot cérébral que mort qu'il fallait comprendre, à savoir le cerveau états-unien de l'OTAN. Vous voulez renégocier les financements, notamment Oui, on voyait bien que la stratégie de Donald Trump était de se replier sur le territoire américain, donc America First, mais aussi de délaisser la partie européenne de soutien élémentaire que sa fonction d'ailleurs devait lui impliquer. Et en fait, il y avait
plus que des connivences avec Vladimir Poutine. Et c'était très visible dans plusieurs épisodes, y compris quand il venait faire des visites en Russie, pour ce qui concernait Donald Trump. Donc ça se place aussi dans ce contexte-là d'une cérébralité américaine qui était affaiblie, on va dire, pour l'OTAN. Mais effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation différente, parce que Joe Biden n'est pas Donald Trump. Ça ne veut pas dire qu'il sera très présent, et il a dit qu'il ne sera pas du tout en termes de force terrestre concernant l'Ukraine, mais il va y avoir un réarmement, et que Jean-Yves Le Drian ait tout à l'heure évoqué le mot de réassurance de l'OTAN est très important. C'est qu'il y a une forme de réactivation de la défense de l'OTAN, et avec différents scénarios, à la fois militaires, dans les 3 dimensions militaires, qu'il s'agisse non seulement du terrestre, mais aussi de l'aérien, avec tout ce que ça constitue, et du spatial en termes de renseignement, et aussi du point de vue maritime, et également en ce qui concerne des actions, on va dire, de guerre hybride en défense d'éventuelles cyberattaques, et peut-être aussi en appui en ce domaine de l'Ukraine, puisque ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué dans son message au Parlement tout à l'heure une dimension militaire du soutien à l'Ukraine, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 jours. Il l'avait esquissé hier, il l'a confirmé tout à l'heure en parlant, en disant « rien ne sera négligé pour venir en aide à l'Ukraine ». Et c'est Jean-Yves Le Drian tout à l'heure à Bruxelles parlait du soutien en équipement militaire de l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses qui peuvent évoluer, y compris en défense de l'Ukraine aujourd'hui. Tout n'est pas forcément plié pour le pouvoir et le peuple ukrainien. Brièvement, Jean-Louis Bichot. Oui, simplement pour rappeler qu'effectivement, dans l'OTAN, il y a des moyens de guerre électronique considérables, avec toute la puissance américaine derrière, mais pas seulement. Les Européens ont également, la partie européenne de l'OTAN a également de grandes capacités en la matière. Donc il y a de quoi faire également pour perturber les systèmes de transmission d'informations des forces russes sur le théâtre. Donc, sans aller jusqu'à des bombardements, sans aller jusqu'à des interventions de moyens militaires ce qui ne serait dans l'intérêt de matériels, personne. on peut effectivement se battre dans ces espaces. Et d'ailleurs, je pense qu'on a déjà dû être sollicité dans ces espaces pour pouvoir les défendre et au besoin contre-attaquer. Oui. En résumé, il peut y avoir des offensives ou des contre-offensives non visibles qui sont tout autant efficaces. Juste, parce qu'on parle beaucoup de l'OTAN quand même depuis 2 jours et même un peu plus. On va essayer de mieux comprendre ce que ça représente avec vous, Léa Sulevitch, l'OTAN. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? Première question assez générale. Alors l'OTAN, ça désigne les 30 États signataires du traité de l'Atlantique Nord. Vous le voyez, ils sont en bleu ciel sur cette carte. C'est une alliance politique et militaire d'entraide et qui se sont engagés à régler les conflits par des moyens pacifiques. Alors vous le voyez, l'Ukraine n'en fait pas partie. Le secrétaire général de l'OTAN a d'ailleurs confirmé hier qu'aucun envoi de troupes n'était prévu en Ukraine. Mais voilà, les pays limitrophes que vous voyez en bleu, qui sont eux membres de l'OTAN, estiment que leur souveraineté est menacée par l'avancée rapide des troupes russes en Ukraine. Léa Sulevitch, du coup, on a beaucoup parlé de militaires. Quelles sont les forces en présence ? Alors, les forces en présence, donc l'OTAN pourra compter sur une force de réaction rapide constituée de 40 000 soldats, dont une force opérationnelle interarmée à très haut niveau de préparation, composée, elle, de 8 000 soldats. Et donc, ces forces militaires ont été mises en alerte. Et donc, je vous propose de voir la situation dans ces États limitrophes. Cette nuit, Emmanuel Macron a annoncé le renforcement de sa présence en Roumanie et en Estonie. Au niveau des autres pays européens, on compte 550 soldats sous commandement allemand en Lituanie. L'Allemagne en a prévu 350 de plus. La Norvège, elle, en a promis 50 à 60 supplémentaires. Et vous le voyez ici, l'Espagne et le Danemark avaient, eux, promis des avions pour une surveillance militaire. Du côté des États-Unis, Washington a repositionné 1000 soldats déjà présents en Europe, dans les 3 pays baltes, ainsi qu'en Roumanie, et a envoyé 4700 soldats supplémentaires en Pologne, ce qui porte, vous le voyez, l'effectif américain en Pologne à 10 000 soldats.
Vous voyez ici du coup l'intégralité des forces en place dans les pays limitrophes de l'Ukraine. Ces forces vont bien sûr évoluer dans les prochaines heures puisqu'en ce moment, un sommet en vidéoconférence est en cours avec les membres de l'OTAN au sujet de la question ukrainienne. Merci Léa Sulevitch. On comprend quand on écoute Léa et tous ces chiffres, Antoine Arjakovski, qu'on est un peu sur un fil quand même pour se défendre sans être provocateur. Voilà, et le problème d'une stratégie qui ne serait basée que sur la défense, c'est d'avoir un coup de retard par rapport aux événements. Et par rapport à Poutine, qui lui a toujours un coup d'avance. Et l'exemple historique le plus récent, c'est ce qui s'est passé entre l'OTAN, la Serbie et le Kosovo. Il y a eu un massacre à Srebrenica. Les opinions publiques étaient bouleversées de voir ces 8000 Bosniaques massacrés par les Serbes, et ça a provoqué une émotion telle que l'OTAN a décidé de bombarder Belgrade. Imaginez que demain, il y ait un massacre terrible, qu'il y ait une explosion nucléaire, qu'une usine chimique, etc. L'OTAN ne pourra pas ne pas réagir. Pour éviter cet engrenage, ne serait-il pas judicieux que d'anticiper cela en faisant ce que demandent les Ukrainiens depuis hier avant-hier, une no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne qui permettrait d'éviter ces bombardements, ces tirs de missiles, etc., qui pourraient provoquer potentiellement l'atteinte à des populations civiles, comme ça s'est produit à Alep, comme ça s'est produit à Grozny, on ne sait pas. Vous voyez, donc la no-fly zone d'un côté, le blocage également du Bosphore, c'est aussi ce que demandent les Ukrainiens aux Turcs, qui font aussi partie de l'OTAN, c'est de dire pourquoi les Russes sont capables de bloquer notre commerce, de bloquer notre sortie vers nos eaux territoriales. Là aussi, il va se poser une question de qu'est-ce qu'on fait de cette circulation des bateaux russes de la mer d'Azov à la mer Noire et jusqu'à la Méditerranée. Éviter ça, c'est aussi s'impliquer de telle façon qu'on anticipe des conflits potentiels qui pourraient aller jusque dans la zone de la Méditerranée. Alors, donc voilà, je pense que ça, c'est le juste équilibre qui permettrait d'éviter d'être finalement pris dans un engrenage, parce qu'il y a un autre cas de figure, il y a les massacres bien sûr, il y a un autre cas de figure qui est qu'on sait déjà que les Estoniens ou les Britanniques ont accepté et les Américains bien entendu, de donner du matériel militaire aux Ukrainiens. Si les Ukrainiens résistent, eh bien, il y a un moment où les Russes vont vouloir répliquer par rapport aux Estoniens. Et là encore, voilà un pays de l'OTAN qui serait directement impliqué dans le conflit. Article 5, engrenage. Donc, pour éviter ça, essayons de faire en sorte que cette guerre ne soit pas sauvage, ne soit pas totale, et impliquons les pays de l'OTAN pour civiliser ce qui est en train de se produire, même si c'est des termes qui ne sont pas tout à fait adéquats. Vous parlez de blocage de commerce, notamment. On va faire un petit détachement économique. Philippe Chalmin, vous êtes avec nous. Merci d'avoir patienté. Vous êtes économiste et professeur à Paris-Dauphine, spécialiste des matières premières et de l'énergie. Il y a cette capacité ou pas de la Russie de bloquer une partie de notre commerce ? Non, je dirais que non. Notre talon d'Achille face à la Russie, c'est incontestablement le gaz naturel. La Russie nous fournit actuellement un peu moins de 40% de notre gaz naturel, et celui-ci, du fait de la transition énergétique, est devenu extrêmement important, surtout dans la mesure où un certain nombre de pays ont, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, décidé d'arrêter le nucléaire. Donc, le vrai problème est de savoir, est-ce que nous pourrions nous passer du gaz naturel russe? Entre nous, pour l'instant, les sanctions, c'est une douce rigolade. L'OTAN ne bougera pas. Et quand j'entendais la présentation de toutes les troupes européennes aux portes de la Russie, honnêtement, ça laisse quand même, ça fait sourire. La seule arme qui est à notre disposition, il y en a deux. Il y a le blocage financier au travers de SWIFT, mais on a vu l'opposition d'un certain nombre de pays européens. Et ce serait éventuellement le boycott des exportations russes, sachant que sur le pétrole, ça peut ne pas poser trop de problèmes. Sur le gaz naturel, ça demanderait qu'il y ait un soutien de la part des États-Unis, qui sont quand même le premier exportateur mondial de GNL, qui puisse assurer la relève de ce gaz russe. Et ça, incontestablement, ce serait quelque chose
pèserait en termes de sanctions. En quelle ampleur, justement, si demain l'Europe, et donc notamment l'Allemagne, qui est assez dépendante de ce gaz russe, disait on arrête nos contrats, on arrête d'importer votre gaz, si toutefois il trouvait une solution, quel serait l'impact pour l'économie russe ? Écoutez, les exportations d'hydrocarbures, ça représente à peu près un tiers des recettes budgétaires de l'État russe. Donc, ça n'est pas négligeable, surtout qu'il faudrait rajouter. Alors, l'OTAN, on pourrait toujours boycotter les exportations agricoles, mais ça ne jouerait pas, puisque le gros des exportations agricoles russes et ukrainiennes part vers les grands pays consommateurs, et nous sommes déjà exportateurs de céréales. Nous pourrions avoir quelques petits problèmes dans le domaine des métaux. On a parlé du palladium, du titane notamment. Mais en fait, je pense que les Russes n'ont jamais pris au sérieux quelque part la détermination des Européens. Et je suis persuadé d'ailleurs, c'est une question d'ailleurs que j'aurais tendance à poser parce que je n'en ai pas la réponse. Les Allemands ont annoncé fièrement il y a 2 jours qu'ils mettaient un terme à Nord Stream 2. Ça ne change rigoureusement rien puisque Nord Stream 2 n'était pas opérationnel. Donc ça ne change rigoureusement rien aux équilibres gaziers. Mais il me semble que actuellement, malgré les combats, Nord Stream 1, dont la présidence est occupée par l'ineffable Gerhard Schröder, ancien chancelier allemand, Nord Stream 1 doit continuer à livrer du gaz russe à l'Allemagne. Donc oui, ça poserait problème, ça nous coûterait cher. Il ne faut pas se leurrer. De toute façon, les prix du gaz ont déjà augmenté, mais ça se traduira au niveau du prix de l'électricité, au niveau du prix des engrais. Il y a quand même aussi un effet d'entraînement sur le pétrole, relatif. On est passé au-dessus de $100 le baril, mais je ne pense pas que sur le pétrole, on ait vocation à aller tellement loin. Vous remarquerez d'ailleurs que, et ça c'est conséquence géopolitique amusante entre guillemets, c'est que pour essayer de calmer et de détendre le marché du pétrole, les États-Unis semblent avoir mis pas mal d'eau dans leur vin, c'est le cas de le dire, dans les négociations sur le nucléaire iranien à Vienne. Et on était même en train de dire qu'on allait peut-être arriver à un accord, ce qui permettrait de libérer du pétrole iranien pour le marché mondial. Il est clair qu'un boycott occidental de l'énergie russe, ça nous poserait des problèmes, mais ça leur poserait encore plus de problèmes, surtout si celui-ci était accompagné d'un blocage de l'appareil bancaire, ce qui commence d'ailleurs déjà à être un petit peu le cas. Déjà hier, il m'a été rapporté que certains traders avaient du mal à trouver des banques pour ouvrir des lettres de crédit pour des exportations de pétrole russe. Donc, il commence à déjà y avoir un petit peu de méfiance. Donc, finalement, ça n'est pas mauvais de faire sentir à la Russie que nous sommes dépendants, mais ils sont aussi dépendants. Philippe Chalmin, quand on entendait tout à l'heure Emmanuel Macron dire oui, on assume que ça aura des conséquences aussi chez nous, vous nous le dites, ça coûtera forcément plus cher, le gaz, mais pas que, les hydrocarbures globalement, pour bien comprendre ceux qui nous regardent et qui se chauffent au gaz ou qui prennent leur voiture, dans quelle ampleur en fait, de combien ça coûterait plus cher, que ce soit le gaz, l'essence ? Sur l'essence, je dirais donc l'essence et le pétrole. Oui, la Russie est un énorme exportateur de pétrole, mais on pourrait diversifier nos approvisionnements. La Russie continuera de toute façon à exporter, notamment vers la Chine. Il ne faut pas oublier que quand même, la Chine joue un rôle important et soutient, qu'on le veuille ou non, la Russie aujourd'hui. Donc oui, ça pousserait probablement les prix un peu plus élevés. Vous paieriez probablement, vous la faites déjà d'ailleurs, votre essence aux alentours de 2 € le litre. Bon, ça c'est évident. Les tensions sur le gaz naturel, on en a déjà eu. C'est vrai que les prix ont augmenté de 30% cette semaine, mais ils avaient été à des niveaux plus élevés au mois de décembre. Bon, je pense que en gérant bien les approvisionnements européens, on pourrait considérablement réduire la dépendance au gaz russe, avec quand même un petit bémol pour les pays des Balkans,
qui ont des niveaux de dépendance extrêmement élevés, et même des pays comme l'Allemagne et l'Italie, sachant de toute façon qu'à la fin du jour, ça se traduira par une augmentation des factures, mais celle-là, elle est déjà inscrite avant même l'affaire ukrainienne. En moyenne, en 2021, le prix du gaz naturel en Europe a augmenté de 300%, de 400%, excusez-moi, par rapport à 2020. Donc, de toute manière, la crise du gaz, elle est intervenue avant, et je dirais que l'affaire russo-ukrainienne n'a fait que la faire empirer, mais elle existait déjà, et cela parce que l'Europe a augmenté sa dépendance au gaz dans la mesure où, dans le cadre de la transition énergétique, on a augmenté notre production, certes d'énergie renouvelable, mais les énergies renouvelables, elles sont intermittentes. Donc, lorsqu'il n'y a pas de vent ou pas assez de soleil, il faut quand même une source d'énergie pour produire de l'électricité, puisque nous allons vers toujours plus d'électrification de nos économies. Et au même moment, on essaie, et c'est une bonne chose, de bannir le charbon, et un certain nombre de bons esprits veulent en faire autant de l'énergie nucléaire. La seule énergie qui reste à ce moment-là pour assurer la jointure en permanence, c'est le gaz naturel, qui est l'énergie fossile aussi la moins carbonée. Donc, finalement, la transition énergétique a augmenté la dépendance gazière de l'Europe à un moment où notre production de gaz, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit au Royaume-Uni, avait aussi tendance à diminuer. Merci beaucoup Jean-Philippe Chalmin pour cet éclairage sur les matières premières notamment et sur les conséquences que ça pourrait avoir et sur la Russie et sur nos sociétés occidentales. Jean-Philippe Moinet, oui, c'est alors il y a des conséquences sur les hydrocarbures, sur le blé aussi, on peut l'évoquer, mais ce qui serait le plus efficace, c'est probablement les sanctions bancaires. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans cette stratégie qui peut être graduelle de sanctions, 2-3 aspects de sanctions économiques et financières ont pu échapper à l'attention, à savoir ce qui touche les banques russes aujourd'hui. Au-delà de l'arme de sortir et ostratiser complètement la Russie des systèmes interbancaires, il y a le sujet des sanctions. On évoquait tout à l'heure le gel des avoirs des oligarques qui sont nombreux autour du Kremlin, mais il y a aussi les sanctions, et les États-Unis ont annoncé des sanctions supplémentaires qui visent 4 banques, dont les 2 plus importantes banques russes, qui sont l'objet de sanctions directes qui ont des conséquences pour finalement l'accès au marché financier. Et c'est vrai qu'à cette décision américaine et canadienne et britannique, dont on sait les Britanniques avec la City sont une place importante pour les financements et l'accès au marché, il y a des sanctions qui sont durcies considérablement, qui font dire que les difficultés d'approvisionnement au marché pour les entreprises russes vont être beaucoup plus difficiles que précédemment. C'est le premier point. Et sur le sujet énergétique qui a été évoqué, je pense qu'il y a tout un enjeu qui est actuellement en cours depuis quelques temps déjà, avec les enjeux de transition énergétique évoqués par votre invité à l'instant, qui font dire qu'il peut y avoir une accélération de l'autonomie stratégique énergétique de l'Europe. Et je pense que la suspension de Nord Stream 2 n'est pas, contrairement à ce qui a été dit, accessoire. C'est que ça peut être rangé au placard pendant plusieurs années. Et ce qui veut dire que surtout les Allemands, mais aussi l'ensemble des pays de l'Union européenne, vont devoir réactualiser leur mode d'approvisionnement d'énergie. Et aussi, ça conforte la position française et d'autres pays européens pour l'indépendance de l'énergie nucléaire et de la production d'électricité par ce biais, dont on sait qu'elle sera croissante dans les années qui viennent. Antoine Arjakovski. Oui, puisqu'on parle de banques et de sanctions, il y a une banque, en fait, la banque principale en Russie, c'est la Banque centrale de Russie. Et il y a des propositions qui ont été faites, notamment par des universitaires américains, de sanctionner la Banque centrale de Russie. Et c'est en sanctionnant la Banque centrale de Russie, qui est le pilier principal de l'économie russe, que ça pourrait avoir de vrais effets sur l'économie russe, sur le cours du rouble, sur l'inflation et du coup sur des protestations sociales fortes. Ça, c'est un premier point dont personne ne parle, sauf quelques universitaires américains, mais qui, à mon avis, me paraît essentiel. Et il y a un deuxième point, et ça, j'ai vu ça il se trouve que le personnel ukrainien
qui travaille à la représentation permanente de l'Union européenne à Kiev, a publié il y a quelques heures un document demandant à l'Occident de prendre des sanctions très fortes. Et dans la liste des 6 propositions qu'ils font, il y a embargo commercial total par rapport à la Russie. Cette idée d'un embargo commercial total par rapport à la Russie et donc de bloquer les voies de transport terrestres, aériennes, maritimes, etc., ça, c'est une question aussi qui doit se poser parce qu'on ne peut pas envisager, avec les images qu'on va avoir de plus en plus de ces réfugiés, qui sont pour l'instant quelques dizaines de milliers, mais qui pourraient être plus nombreux, de ces bombardements, de ces tortures, parce que dans le Donbass, à Donetsk, il y a une prison extrêmement célèbre où on torture, mais le Moyen-Âge à côté, c'est rien du tout, c'est absolument affreux. Quand on va avoir ce genre d'informations, eh bien, on pourra se demander à quel point l'opinion publique continuera à vouloir recevoir du gaz, à vouloir recevoir du pétrole, des hydrocarbures. Donc, la question des sanctions commerciales, d'un véritable embargo va se poser. Et là, bien entendu, c'est là où il va y avoir des réactions et où l'OTAN sera aussi impliquée d'une façon ou d'une autre pour faire en sorte que cet embargo soit mis en œuvre. Amiral Jean-Louis Béchot. Il y a une chose que je viens de voir sur vos écrans, là, c'est le fait que Poutine aurait appelé l'armée ukrainienne j'allais y venir. Alors, à prendre le pouvoir. Il y a 2 informations, en tout cas en rapportant les propos de Vladimir Poutine, c'est qu'il appelle à l'armée ukrainienne à prendre le pouvoir à Kiev et il qualifie aussi le pouvoir ukrainien de clique de drogués et de nazis. Mais ça, c'est pas nouveau, mais la première information pour moi est une nouveauté. Donc il incitait déjà les militaires ukrainiens à déserter et à ne pas combattre les forces russes. Maintenant, il les appelle carrément à prendre le pouvoir, compte tenu de ce qu'on connaît du passé et de ce qu'on voit des Russes habillés en ukrainien venir évincer le président Zelensky. On n'est pas loin de la politique fiction, mais ça peut être une solution. Mais c'est ce qu'a dit aujourd'hui les agences de presse ukrainiennes expliquent que là, les provocateurs qui se promènent aujourd'hui à Kiev sont des Russes déguisés en militaires ukrainiens. Et donc là, on rentre dans un... Oui, tout ça devrait être vérifié. On rentre finalement dans le système poutinien par excellence. Exactement. Qui est formé à la grande école, avec beaucoup de guillemets, du KGB de l'époque soviétique, où des pires manipulations ont pu avoir lieu et ont toujours lieu sous son égide et sous son instrumentalisation maintenant que l'Ukraine est en train de subir. Et ça prouve aussi la conception qu'il a du pouvoir, qui n'est que légitime quand il est militaire et autoritaire, finalement. On va poursuivre ce décryptage, évidemment, mais et si je vous donnais cette information de Vladimir Poutine qui qualifie encore le pouvoir de clique de drogués et de nazis, c'est parce qu'il fait aussi probablement référence au président ukrainien Volodymyr Zelensky qui, et vous allez le voir et l'entendre, se qualifie de cible numéro 1 du pouvoir russe. Anaïs Barr. Des camions ukrainiens dans les rues de Kiev cernés, applaudis par les habitants. Symbole d'un peuple qui soutient son armée. Pourtant, face à l'attaque russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky semble aujourd'hui démuni. En pleine nuit, il lance un appel à l'aide internationale. Nous sommes seuls à défendre notre nation. Qui est prêt à se battre avec nous? Je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l'Ukraine une garantie pour rejoindre l'OTAN? Tout le monde a peur. Le président ukrainien affirme être personnellement visé par Vladimir Poutine. D'après les informations que nous avons, l'ennemi m'a désigné comme cible numéro 1. Ma famille est la cible numéro 2. Ils veulent détruire l'Ukraine politiquement en détruisant le chef de l'État. Des rumeurs le disaient en fuite, mais il affirme être encore à Kiev. Ce matin, la France se dit prête à lui porter secours s'il est menacé. Je pense que la sécurité du président Zelensky est un élément central de ce qui se passe maintenant et nous sommes en situation de pouvoir l'aider si nécessaire, mais il importe qu'il tienne sa place. L'aider si nécessaire, ça veut dire quoi, Jean-Yves Le Drian? Nous prendrons les dispositions qu'il convient de prendre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ancien humoriste élu en 2019, sans aucune expérience politique, s'est mué en chef de guerre. Un rôle qu'il endosse pour l'instant avec sang-froid.
Favorable au dialogue avec la Russie depuis toujours, il maintient encore cette position, malgré la guerre déclarée contre lui. Il y a eu un autre comédien. Antoine Arjakovski, Volodymyr Zelensky, c'est la cible, clairement. Oui, c'est la cible. Aussi à l'histoire des dernières années. Le président Poutine a dit qu'il voulait installer un gouvernement à la place de ce pouvoir qu'il ne reconnaît pas. Et donc, qualifié de fantoche. Voilà, un gouvernement fantoche. Donc, personnellement, oui, c'est vrai qu'il y a eu un précédent dans l'histoire avec Ronald Reagan, qui était un acteur qui s'est mué en président et qui a gagné la guerre froide. Donc là, on peut dire que les talents de communication de Zelensky l'aident parce qu'il parle régulièrement aux médias, parce qu'il sait formuler un message et le faire en plusieurs langues, parce qu'il s'est adressé également à la nation russe dès l'invasion. Il a appris la langue ukrainienne assez récemment. Non, les Ukrainiens sont bilingues. Simplement, il y a une langue maternelle qui prévaut sur l'autre. Et lui, sa langue maternelle, c'est le russe. Puisqu'il vient de Krivoy Rog, qui est dans la région de Dnipropetrovsk, donc dans l'est de l'Ukraine. Son adresse aux Russes était remarquable au sens assez exceptionnel dans la situation. Il s'est adressé, je crois que c'est cette nuit ou hier. La nuit dernière, oui. Directement pendant une dizaine de minutes au peuple russe, avec des arguments qui peuvent toucher effectivement. Absolument, en disant que nous sommes frères. Il n'y a aucune raison que vous imaginiez que moi je sois un nazi, puisque je suis d'abord d'origine juive, et ensuite mon grand-père a lutté dans les forces soviétiques contre le régime nazi. Et donc voilà, ça parlait très bien, puisque c'était formulé en langue russe. Au peuple russe, et il leur a dit de ne pas se battre contre l'Ukraine. Donc il a du talent, il est apprécié en Russie, puisque son groupe, là, le Quartier 95, était diffusé non seulement en Ukraine, mais aussi en Russie avant son élection. La série qu'il a mené au pouvoir, il est le héros d'une série Serviteur du peuple, qui a fait un tabac en Ukraine, a été aussi diffusé en Russie. Donc il est potentiellement un des hommes politiques ukrainiens les plus populaires en Russie. Jean-Louis Deschaux, on n'emploie pas le terme depuis 2 jours, mais on peut qualifier ça de coup d'État. Ce qu'il se passe avec la volonté de changer de gouvernement. Que le pouvoir est toujours en place. Non, mais on est sur des déclarations... Tentative, alors? Non, là on est sur une déclaration de guerre et sur un conflit interétatique. Donc on est déjà sur un autre registre. On n'est pas sur un coup d'État qui relève d'affrontemements à l'intérieur d'un pays. C'est vraiment la prise de pouvoir dans un pays par un autre pays. C'est ce que cherche Poutine. Alors après, il y a la manière de l'habiller. Mais on est dans les dispositions cosmétiques. Les dispositions militaires qui ont été prises, c'est une invasion. Il faut appeler les choses par leur nom. Mais ce que vous voulez dire peut-être, c'est qu'à partir du coup de force militaire des Russes, il y a la volonté quand même insensée d'installer un pouvoir à sa mesure, comme du temps de l'Union soviétique finalement, où il y avait des interventions en Hongrie, en Tchécoslovaquie, pour installer ses propres complices. Pratiqué tous les envahisseurs de tous les temps, voilà. Et même en France, il y a quelques années. Donc c'est bien ça l'idée. C'est donc bien quand même une tentative qui émane de la représentation nationale d'une manière ou d'une autre, quitte à modifier complètement les cartes. Avec un coup d'État qui peut être la résultante d'un coup de force militaire. La différence, c'est qu'il a fait la même chose dans le Donbass, à Donetsk et à Lugansk et en Crimée. C'est-à-dire qu'il a envoyé des militaires russes, comme Igor Strelkov, par exemple, ou Alexandre Borodai à Donetsk et en Crimée, pour faire un coup d'État, au sens où il a créé ces républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, mais de façon cachée. C'est-à-dire que très rapidement, Igor Girkin est reparti en Russie. Voilà. Là, c'est pas caché. C'est cette guerre hybride, cette guerre masquée, il a vu que ça ne fonctionnait pas. Il a vu que ça allait de mal en pis dans le Donbass. Il a vu que la Crimée s'asséchait, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai appris que le canal
canal de Dniepr vers la Crimée avait été pris par les Russes. Et c'était ça son objectif stratégique, parce qu'il ne pouvait pas tenir la Crimée sans 85% de l'eau potable qui vient du Dniepr vers la Crimée. Donc ça n'était plus possible de faire cette guerre hybride masquée. Là, c'est une guerre ouverte. On n'est plus au même niveau, on est dans une guerre interétatique. Une guerre ouverte avec le moindre territoire qui compte. Il y a eu cette vidéo que l'on va vous diffuser sur la petite île des Serpents qui est au sud-ouest de l'Ukraine, sur laquelle se trouvaient 13 militaires ukrainiens, vous allez le voir, qui ont refusé d'obéir aux Russes qui passaient par là. Vous allez le voir et on en discute juste après. Ici, un navire de guerre russe. On vous propose de déposer les armes. Va te faire foutre, et de le navire se russe. rendre pour éviter d'avoir des victimes. Sinon, vous serez bombardés. Moscou, Russie, à 200 mètres. Voilà comment on vit sur l'île aux serpents. Bon, les 13 sont morts et seront décorés en héros. Oui, c'est cette intimidation permanente et cette tentative indirecte de provoquer un coup d'État. C'est sans doute ce qui est inacceptable pour tous les pays démocratiques de l'Union européenne et en particulier pour ceux qui sont dans les zones frontalières de l'Ukraine aujourd'hui, qui ne peuvent pas accepter le début non seulement d'une intimidation qui peut arriver, et c'est fréquent chez Vladimir Poutine, mais d'une intervention non seulement sur un territoire national, mais pour menacer des pouvoirs politiques issus des urnes de manière totalement légitime et démocratique. Donc c'est un point de non-retour, me semble-t-il, et on est dans cette phase de la question de savoir comment va être bloqué Vladimir Poutine en Ukraine d'une part, et si ce n'est pas possible en Ukraine, aux frontières de l'Ukraine, et c'est les enjeux qui sont à l'ordre du jour, notamment de la réunion de l'OTAN d'aujourd'hui. Bon, merci à tous les trois de nous avoir aidés à décrypter cette situation, on peut le dire, plus que complexe et évolutive sur France Info. Jean-Louis Vichot, Antoine Arjakovski et Jean-Philippe Moinet, merci à tous les trois.